Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Dans la séance précédente, nous avons relevé la dichotomie qui existe entre la sémiotique de Peirce et la sémiologie de Saussure. Aujourd'hui, nous allons voir donc les outils de l'analyse sémiotique. Nous allons commencer par le programme narratif. Alors, c'est quoi un programme narratif? Le programme narratif est la structure syntaxique élémentaire de narrativité constituée d'un énoncé de faits régissant un énoncé d'état. Je vais revenir donc ces notions marquées en rouge tout à l'heure. À cette définition, trois notions s'imposent, à savoir la narrativité, qui est considérée comme le principe organisateur de tout discours. Elle repose sur la différence fondamentale qui distingue les situations ou bien les états et les actions ou bien le faire. Bien évidemment, donc vous avez remarqué qu'il y a un point de ressemblance entre le programme narratif et la narrativité, à savoir l'énoncé de faire et les états. Alors, le récit, lui, peut être défini comme un genre de discours qui décrit des actions accomplies par des personnages dans des contes, des nouvelles, des romans, des faits divers ou bien dans des bandes dessinées, etc. Le récit simple, lui, se réduit à une phrase simple, telle que « Ali a mangé une pomme ». Nous pouvons analyser la phrase comme suit. Ça veut dire que nous allons passer d'un état à un autre. Donc, nous pouvons analyser la phrase « Ali a mangé une pomme » comme le passage d'un état antérieur précédant la nourriture à un état ultérieur qui suit la nourriture opérée à l'aide du faire. Faire ici, c'est manger. Alors, entre le récit simple, la narrativité et le programme narratif, donc on a opéré donc des points en commun. Dans cette perspective, le récit simple se rapproche du concept du programme narratif. Passons à présent au récit minimal. Le récit minimal se présente comme un texte comprenant trois événements connectés. Ceci se présente comme suit. Alors, j'explique au tableau. Donc, nous avons un événement plus un groupe de connecteurs plus événement plus groupe de connecteurs plus événement. Alors, la phrase qui comprend l'événement serait la première phrase. Les campagnards étaient pauvres. Donc, cette phrase renvoie à l'état initial ou bien à l'état statique. Le groupe de connecteurs que nous allons introduire, c'est puis. Les campagnards étaient pauvres, puis le deuxième événement, puis des investisseurs sont venus acheter des terres ou bien des récoltes. Alors, cet événement-là est un événement qui est actif et dynamique. Il vient pour perturber un petit peu donc, la situation initiale des campagnards. Alors, cet événement-là nous rapproche un petit peu du schéma narratif où on assiste à un élément perturbateur qui vient déclencher la situation initiale. Ainsi, donc, nous avons le connecteur causal. Ainsi, les campagnards sont devenus riches et contents. Voilà, et donc c'est l'état final. Le récit minimal repose ainsi sur la transformation d'un état de choses par la privation ou par l'acquisition qui résulte d'une action. Ici, bien évidemment, nous assistons à un état d'acquisition parce que les campagnards ont acquis, si vous voulez, donc une certaine richesse par le biais d'un élément modificateur ou bien perturbateur, à savoir les investisseurs qui sont venus acheter les terres ou bien les récoltes. Alors maintenant, nous allons passer à la compréhension du mécanisme de transformation. Pour comprendre ce mécanisme de transformation, je vous propose une explication au tableau. Alors, tout à l'heure, nous avons affirmé que le récit minimal repose sur la transformation d'un état de choses. Pour bien comprendre, je vous présente l'explication suivante. Alors, nous avons les mécanismes de transformation, bien le mécanisme de transformation. Qui dit bien évidemment transformation, dit qu'il y a un passage d'un état à un autre.
Prenons l'exemple donc d'une jupe. Cette jupe donc a une situation initiale et une situation finale. Elle a un état 1 et un état 2. Elle a un avant et un après, un amont et un aval. Ça veut dire que nous passons d'une situation à l'autre, d'un état à un autre. Et ceci grâce au sujet de fer que se trouve ici être le produit qui va agir sur la saleté de façon à ce que la jupe passe donc de la saleté à la propreté. Et donc ce passage-là, on l'appelle donc le passage de la transformation, d'où l'appellation donc mécanisme de transformation. Alors nous allons bien évidemment voir ces transformations avec le programme narratif qui s'articule autour de deux énoncés que nous allons voir tout de suite. Nous déduisons alors que la sémiotique repose sur le changement et la transformation et il ne conçoit le sens que dans la différence. À présent, nous allons passer au programme narratif. Passons à présent au programme narratif que nous avons défini tout à l'heure et que nous pouvons abréger par le PN. Alors, ce programme narratif articule deux énoncés, un énoncé de faire et un énoncé d'état. L'énoncé de faire s'énonce avec un verbe du type faire. J'explique. Le garçon n'a pas de tablette. Son père la lui achète. Donc achète, c'est le faire. Est une relation entre un sujet de faire et un objet. C'est-à-dire celui qui fait en sorte que le sujet ici soit en harmonie avec son objet. Ici, donc, le sujet de faire, on peut également l'appeler le sujet opérateur, celui qui va agir, celui qui va faire en sorte qu'une transformation ait lieu. L'énoncé de faire régit également et détermine l'énoncé d'état. Je vais expliquer tout à l'heure. Ça veut dire que, donc ici, donc, le sujet, est-ce qu'il est en conjonction ou bien en disjonction avec son objet? Et l'énoncé de faire transforme également les états. Alors, ces énoncés d'état ou bien l'énoncé d'état qui est régi par l'énoncé de faire, lui, se fonde sur les prédicats élémentaires du type être et avoir. Je donne un exemple. Cendrillon est triste et n'a pas d'argent. Nous avons également la femme de l'homme à la cervelle. Dans le conte d'Alphonse Daudet, l'homme à la cervelle, il n'a pas d'argent, il n'a pas quelque chose de cher. Alors, son mari, donc l'homme à la cervelle, il va faire en sorte que la femme, à la fin, ait donc quelque chose d'or. Alors, quand il lui achète donc de l'or, donc acheter ici est également le faire. Alors, l'énoncé d'état, c'est également la relation entre le sujet et l'objet. Nous signalons ici que le sujet et l'objet sont dans une relation d'interdépendance. Ça veut dire on ne peut pas avoir un sujet sans objet et non plus un objet sans sujet auquel il est lié. Alors, donc cette relation, donc, on l'appelle la relation jonctive ou bien jonction. Donc, on l'appelle une relation jonctive ou bien jonction. Et cette relation-là, elle peut être positive ou négative. Ça veut dire quoi? Que cette relation nous propose en quelque sorte deux scénarios. Alors, nous avons une relation de conjonction, une relation donc de conjonction et une relation de disjonction. Alors déjà, donc ces deux expressions renferment en elles leur signification. Conjonction, qui est un préfixe qui exprime avec, lié ou ensemble, ça veut dire ici que le sujet ici, le sujet, il est en conjonction, ça veut dire il est lié avec l'objet. La conjonction, on la symbolise par l'objet, et donc nous avons par ce symbole-là, et puis nous avons objet. Alors la relation jonctive
je disais qu'il nous offre deux scénarios. La relation donc conjonctive ou bien relation conjonction et la relation disjonction. Conjonction, ça veut dire le sujet, il est lié à son objet ou bien il est en possession de son objet, il est en conjonction avec son objet. Donc, voilà donc le symbole qui exprime donc la conjonction. La disjonction également renferme en elle la signification par le biais du préfixe 10 qui exprime donc séparation. Alors ici, l'objet, le sujet, il n'est pas en conjonction avec son objet. Au contraire, il est en disjonction. Alors, le symbole, c'est le sujet, il est en disjonction avec l'objet. Cet état de conjonction, c'est-à-dire quand le sujet il est en possession de son objet, ou disjonction quand le sujet il est privé de son objet, bien évidemment, est régi par l'énoncé de faire. C'est le sujet opérateur qui fait en sorte qu'un sujet est en harmonie, en possession de son objet, ou au contraire, il est privé donc de son objet. Alors, par la suite, donc, nous avons l'énoncé de faire, nous propose deux transformations. L'énoncé d'état nous propose également deux états. Ici, nous allons avoir une transformation conjonctive, ça veut dire que le faire opérateur va faire en sorte que l'objet qui était en conjonction avec son objet va devenir à la fin en disjonction avec son objet. Alors, l'état de conjonction et de disjonction sont bien évidemment régis par l'énoncé de faire. Alors, l'énoncé de faire nous propose également deux transformations, une transformation conjonctive et une transformation disjonctive, à l'instar donc de l'énoncé d'état qui nous a proposé un état conjonctif et un état conjonctif et un état disjonctif. Comme nous pouvons le constater, l'énoncé de faire nous donne deux transformations. La première transformation, c'est la transformation de disjonction, c'est-à-dire là, on assiste du passage d'un état donc, de conjonction à un état de disjonction, alors que la transformation de conjonction, nous passons donc d'un état de disjonction à un état de conjonction. J'explique ici, ça veut dire, dans le conte L'homme à la cervelle, au début, il possédait son or, il avait son or. Donc, on parle alors là d'un état de disjonction. Et dans ce cas-là, on parle du programme narratif de dilapidation, bien de perte, parce que vers la fin, l'homme à la cervelle a perdu tout son or. À l'instar de l'énoncé de faire, nous avons également donc deux énoncés. Donc, l'énoncé d'état disjoint, ça veut dire ici le sujet il est en disjonction avec son objet, ça veut dire il n'est pas en possession de son objet, alors que l'énoncé d'état conjoint, ça veut dire ici que le sujet il possède son objet, il est lié à son objet. Alors, la forme générale de la transformation se présente comme suit. Nous avons donc le F, donc c'est le faire, c'est le sujet de faire. La flèche, donc c'est l'énoncé de faire. Nous avons des états qui sont entre donc deux accolades, alors que les crochets, ils renvoient au sujet de faire. Alors, le sujet de faire va faire en sorte que le sujet qui était au début en disjonction avec son objet va faire en sorte que le sujet, à la fin, dans une situation finale, ait son objet, ça veut dire il va être en possession de son objet ou bien il va être lié à son objet. Alors bien évidemment, tout dépend donc de l'énoncé du faire ou bien du faire opérateur. Bien évidemment, dans tous les récits narratifs, la présence d'un tel sujet est très importante parce que quand il est absent, nous aurons donc un récit qui est statique, voire monotone. Maintenant, nous allons passer au programme narratif d'usage et au programme narratif de base.
Passons à présent aux deux programmes, à savoir le programme narratif de base et le programme narratif d'usage. Le programme narratif de base ou le programme narratif principal, ça veut dire c'est la première tâche, ça veut dire l'objectif principal. Alors que le programme d'usage, c'est le programme présupposé. Alors, prenons l'exemple du jeu L'île au trésor. Alors, le programme de base, le programme narratif de base, c'est que les joueurs doivent avoir la clé pour ouvrir le sésame. Alors ça, c'est donc le programme narratif de base. Mais ils sont obligés de passer par un programme narratif d'usage. Le programme narratif d'usage serait donc la résolution de l'énigme ou bien donc la réussite des autres